Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors aujourd'hui, non seulement le livre sur le bio et pour en finir avec l'utopie du bio, Biogate, est intéressant, est un sujet passionnant, mais notre invité est lui-même passionnant et son parcours est passionnant. Bonjour François Grudet. Bonjour mademoiselle. Vous êtes agriculteur et alors on va le raconter tout au long de cette interview, mais il faut le dire tout de suite, vous êtes inventeur et vous avez fait reculer le désert en Libye sous Kadhafi, vous le racontez dans votre livre, et puis dans de nombreux pays du Moyen-Orient, vous avez donc reverdi le désert. On va parler de cette expérience évidemment, et désormais celle de lanceur d'alerte sur le bio. Et vous commencez votre livre en expliquant au début, le bio, on consommait tous du bio pour avoir une meilleure santé. C'était plutôt un public vigilant qui faisait attention à consommer du bio parce qu'il voulait justement, il s'était rendu compte qu'il y avait eu une arnaque au niveau de l'industrie agroalimentaire et qu'il fallait se diriger vers de meilleurs produits. Et vous nous dites, ça a peut-être été le cas, mais en tout cas, ça ne l'est plus du tout. C'est-à-dire, oui, le bio du XXe siècle, sans produits chimiques, est au bio du XXIe avec tous les produits chimiques de synthèse. Il y a une évolution énorme à cause du marché. Le marché est très important et parfois, enfin ces 10-15 dernières années, tout le monde a eu beaucoup de mal à fournir tout le bio, toute la demande du bio. Alors, personnellement, j'ai toujours été pro-bio, mais à partir de tous les textes de la CEE qui ont dévoyé complètement le bio, de par toutes les permissions, s'il est nécessaire, où l'on devrait, etc., si vous voulez, le bio n'est plus bio. Alors, voilà. Oui, ce que vous dites, si nécessaire, en fait, vous nous expliquez bien dans votre texte qu'il y a dans les textes officiels de normes pour pouvoir avoir ces étiquettes de bio, désormais, il n'y a plus une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, d'où le si nécessaire, si besoin, si possible. En gros, vous remplirez ces conditions, puis si c'est pas possible, tant pis pour vous. Vous précisez aussi que on permet désormais l'usage de 5% de produits non bio dans la production bio, c'est intéressant, et de 0,9% d'OGM dans les produits bio. Alors voilà, on n'est plus du tout dans le bio. Alors c'est un compromis qui a été fait en fait pour séduire et pour accéder au grand marché, comme vous le disiez, de l'agro-industrie. Moi, ce que je me dis tout de suite quand on vous lit, c'est que finalement, à chaque fois que l'agro-industrie récupère un marché, elle le pourrit, je suis désolée de le dire comme ça. Peut-être pas complètement, mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Et si vous voulez, on a parlé, là, vous avez parlé des 5% en poids qui ne sont pas bio, qui sont permis, mais il faut savoir que j'ai fait faire des analyses de 327 produits chimiques agréés bio, et il se trouve que 40% de ces produits sont des produits chimiques de synthèse. Alors, lorsque vous avez une définition auprès de la CE, auprès du ministère de l'Agriculture, comme quoi l'agriculture biologique exclut l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM, etc., alors ça c'est impensable. Et aujourd'hui, ensuite, on dit les produits bio ne sont pas soumis à la réglementation sur les limites maximales de résidus des LMR. C'est la limite maximale des résidus. C'est impensable aussi. C'est impensable. Ça ne me viendrait jamais à l'idée de mettre sur le marché des produits qui sont au-delà des LMR. Alors attendez, pour que tout le monde comprenne bien, donc cette limite maximale des résidus, finalement, ça veut dire qu'elle finit par polluer la terre, c'est ça ? Non, du tout, c'est pas une histoire de polluer la terre, c'est une histoire plutôt de polluer, on pollue la nourriture, parce que si les grandes agences internationales ont fixé une limite maximum de résidus, c'est pour que l'homme n'ait aucune conséquence
de sa nourriture. Mm. Or, le bio, lui, n'est même pas soumis à cette limite. Oui. C'est impensable. Oui, c'est impensable, mais à l'origine, c'est parce on devrait se dire il ne devrait pas y avoir de résidus puisque c'est du bio. Ça ne devrait être que purement naturel. Complètement. Et, Complètement. et donc, par quel travers sommes-nous passés? Qu'est-ce qui s'est passé désormais? Comment fonctionne le bio aujourd'hui s'il n'est plus Le bio naturel? aujourd'hui, si vous voulez, la demande, la demande est très importante. Quoique, en ce moment, depuis 6 mois, on peut dire que le bio s'essouffle complètement pour différentes raisons qu'on ne peut pas développer maintenant. Mais si vous voulez, aujourd'hui, la, les limites maximales de résidus, normalement, sont complètement à proscrire. Il faut toujours être en deçà pour avoir un produit sain. Or, c'est pas c'est complètement impossible de mettre un produit sur la ménagère qu'elle pense bio avec des résidus chimiques, c'est pas possible. Bon, ou alors on devient, je sais pas, on dit blanc et on fait noir. Alors, est-ce qu'il s'agit de tout ce que vous racontez? Est-ce que vous pensez que tous les produits bio que nous trouvons sur le marché sont concernés ou seulement certains? Comment aiguiller nos auditeurs qui sont aussi des consommateurs? Écoutez, je ne pense pas que tous les produits bio, parce qu'il y a des agriculteurs qui sont, je ne les condamne pas du tout, loin de là. Je suis moi-même agriculteur, j'étais moi-même agriculteur. Ils respectent ce qu'on leur dit de faire. Ils sont tout à fait dans leur cahier des charges. Mais lorsque le cahier des charges dit, vous pouvez utiliser, vous avez des produits chimiques de synthèse que vous pouvez utiliser, que nous avons agréés, ils l'utilisent. Et puis, si vous voulez, on ne comprend pas. Ce que je regrette, c'est que l'on ne comprend pas la différence qu'il peut y avoir entre des êtres vivants. La plante est un être vivant. L'homme est un être vivant. Lorsque vous avez une petite fille qui, par exemple, tombe malade, attrape une grippe, faites attention, vous essayez de la soigner rapidement, que cette grippe ne dégénère pas en angine, par exemple, et ne dégénère pas à aller jusqu'à l'hospitalisation. Bien sûr. Donc, faites le maximum. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir le docteur. Le docteur vous prescrit des produits chimiques de synthèse. Et votre enfant est guéri. Les plantes, c'est exactement pareil. Une plante qui pousse, qui a la vie, c'est un être vivant. Bon, il y a des insectes qui sont autour, qui mangent les feuilles, ou bien vous avez une maladie, etc. Vous êtes obligé d'intervenir aussi comme pour votre fille. Et il faut intervenir intelligemment, ponctuellement, et scientifiquement, avec des mini-doses comme fait le docteur. Mais si vous n'intervenez pas, après, à la fin, l'agriculteur peut perdre sa récolte. Alors là, il est affolé parce qu'il voit qu'il y a une concurrence maléfique de ces insectes, de toutes les choses qui obligent à utiliser à pleine dose pour sauver sa récolte. Et c'est là où justement, comme c'est pas très loin de la récolte, et qu'ils ont utilisé à pleine dose pour pouvoir sauver leur récolte, que la plante n'a pas le temps de digérer et d'éliminer tous les produits chimiques de par sa photosynthèse, de par tout
toute la vie de la plante, elle ne peut plus éliminer. Donc, c'est pour ça qu'on la retrouve dans nos produits. Des produits qu'on retrouve, on retrouve sur le marché des produits qui ont des produits chimiques qui ne sont pas forcément bons pour l'homme. Mais là, le processus que vous avez raconté... Mais attention, ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas vendre sa récolte en bio. 2 fois plus cher que celui qui aura soigné son petit bébé plante au départ. Donc oui, ce que vous racontez, ça ne peut arriver que dans du bio, le soin de dernière minute en grosse quantité. En fait, c'est dans l'agroalimentaire, on va dire traditionnel, non bio, on n'a pas on a une régulation sur le moment de l'apport des ajouts, des pesticides, etc. C'est une culture qui n'est pas forcément scientifique, parce que si elle était scientifique, là où on doit prendre de l'aspirine, on va prendre de l'aspirine. Mais comme l'aspirine, normalement, est interdit, ou parce que c'est un produit de synthèse à base du benzène, attention, c'est en plus de ça, mais si vous voulez, les gens, les vrais bio, les pro-bio, essayent de ne pas du tout intervenir chimiquement dans leur champ. Mais lorsqu'ils sont dépassés, ils sont dépassés. D'accord. Et puis, voilà. Non, mais on a compris. Alors vous, en tout cas, vous prenez donc autre chose que le bio qui a de toute façon été détourné, on va dire, par l'industrie agroalimentaire, c'est ce que vous racontez, et vous proposez de vous tourner vers une agriculture raisonnée. Alors qu'est-ce que vous appelez une agriculture raisonnée ? C'est-à-dire que l'agriculture raisonnée, pour moi, l'agriculture raisonnée est une agriculture scientifique. Qui, de par le gouvernement à l'heure actuelle, met l'agriculture raisonnée en HVE, c'est-à-dire en haute valeur environnementale. Moi, je dis qu'une agriculture scientifique, sans résidus chimiques et respectueuse de l'environnement, c'est ce que je nomme l'agriculture raisonnée. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous ne pouvez pas rivaliser au niveau de l'appellation bio avec l'agriculture raisonnée. Et, tout le monde sait ce qu'est le bio, à tel point qu'il y a 2200 mots avec le mot bio à l'intérieur. 2200 mots. Agriculture raisonnée, vous savez, il n'y a que l'agriculture raisonnée. Alors, oui, après, quand vous allez sur les marchés... Pour pouvoir avoir une image positive, moi, je conseille l'agriculture santé. Si vous avez une gondole où il y a agriculture santé avec tous les produits en dessous, et à côté une gondole, si vous avez agriculture bio, la ménagère va regarder les deux. Si vous avez l'agriculture raisonnée d'un côté et l'agriculture bio de l'autre, elle ira que sur le bio. Parce que on ne connaît pas. Alors l'agriculture santé, c'est l'agriculture raisonnée, sans résidus chimiques et respectueuse de l'environnement. Et c'est une agriculture scientifique. Ce n'est pas une agriculture de gens qui ont le impasse sur l'écologie qui fait que on enlève tout du chimique, mais on peut tout remettre. Non, c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Je voudrais aborder cette question parce qu'on a bien compris le sans résidus chimiques. Finalement, on peut retrouver des résidus chimiques dans du bio, c'est quand même déjà une première nouvelle. Et vous dites, nous avec l'agriculture santé ou l'agriculture raisonnée, on pourrait donner des microdoses qui seraient digérées, donc on n'aurait pas ces résidus chimiques. Mais sur le volet du respect de l'environnement, qui est quand même fondamental, et beaucoup de personnes qui se tournent vers le bio le font aussi pour le respect de l'environnement. On sait très bien les abus qu'ont eu l'agriculture intensive sur nos terres, qui donc ont complètement vidé nos terres de leur richesse. Alors l'agriculture que vous proposez, vous, permettrait aussi de garder de conserver la terre comme on voulu le faire en tout cas, et comme on pensait le faire les premiers adeptes du bio. Un vrai agriculteur, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut garder
tout le potentiel de sa terre pour le donner à ses enfants. S'il enlève de la terre parce qu'il va cultiver intensivement, trop intensivement, comme ça c'était comme ça au siècle dernier, hein, eh bien, on se retrouve sans matière organique, on se retrouve sans beaucoup de choses. Et dépendant de nouveaux additifs, du coup. Et si vous voulez, ça a des conséquences sur l'avenir. Dès l'instant que dans la gestion du patrimoine de l'agriculteur, de sa terre, il a la vue lointaine de céder à ses enfants une affaire qui sera identique à celle qu'il a reçue de son père, eh bien, ça change tout. Ça change tout. Parce que, en définitive, chaque fois qu'il fait quelque chose, chaque fois qu'il met quelque chose, il fait attention. Et automatiquement, il respecte l'environnement. Il n'y a aucun problème. Il est obligé de respecter l'environnement. Oui, on est bien d'accord. Mais comme vous dites, ça a été un petit peu oublié. En l'air son outil de travail. Oui, mais ça a été oublié malgré tout par de très nombreux agriculteurs, comme vous dites, le siècle dernier. Mais comme vous dites, bien sûr, au siècle dernier, juste après la guerre, on ne s'occupait pas de ces choses-là. Ça, c'est clair. Ils ont été aussi trompés par certains vendeurs de produits en disant, voilà, avec ça, tout ira bien. Puis après, on se rend compte que les terres sont affaiblies, donc il va falloir rajouter d'autres additifs. Et puis après, il va falloir, comme les terres sont affaiblies et les plantes sont malades, on va devoir donner de... Enfin voilà, il y a tout un cercle vicieux dans ce sujet. Je voudrais quand même qu'on aborde... Il n'y a aucune logique de la conservation de l'outil de travail. L'outil de travail, vous savez, en agriculture, c'est très important. C'est très important. Autrement, c'est plus la peine. Et puis, ça devient le désert. Alors, même dans le désert, moi, j'ai réussi à faire pousser. Je voudrais qu'on en parle, justement. À faire pousser des cultures. Mais si vous voulez, c'est quand même pas tout à fait naturel. Alors, j'aimerais qu'on raconte ce pan énorme, incroyable de votre vie, où vous êtes allé en Libye pour faire pousser du blé, je ne crois pas que du blé, vous le dites, dans le désert libyen. Donc transformer, verdir un désert. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Disons que avant, comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'on est venu me chercher parce que j'étais le seul en France à avoir des appareils circulaires et à cultiver en spirale. Et tous les gens, un quart de 50-60 personnes est venu un jour sur l'exploitation. Mon exploitation, il y avait que des ingénieurs agro, des énarques, ou des scientifiques, des ponts et chaussées, etc., polytechniciens. Puis ces gens ont découvert tout simplement ce que je faisais. Et on a parlé très longuement pendant au moins une heure et demie après avoir fait la visite. Et moi, je leur ai dit, écoutez, je vois que vous avez un gros problème avec les Américains, puisque vous êtes les plus 10 ans, les Américains sont 50% moins chers que vous. Si vous voulez, moi je peux... Non, pardon, on parle du marché... C'est comme ça que j'ai démarré. On parle de l'appel d'offres... Non, mais pour que tout le monde nous comprenne, on parle de l'appel d'offres qu'avait lancé Kadhafi sur cet appel de verdissement du désert et de culture dans le désert. Et donc les Américains avaient fait une offre pas chère et la France était 2 fois plus chère. Et c'est là que vous intervenez. Voilà. Et lorsque je suis intervenu et que j'ai fait toute la liste de tout ce qu'il fallait pour les 9000 hectares, et on était en 20 à 30% moins cher que les Américains. Et c'est comme ça qu'après, j'ai mis en concret ce que j'avais mis sur le papier en étant le chef du projet. Voilà. Et ça a pris combien de temps et comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des premiers échecs, des frayeurs? Ça a été très rapide parce que les négociations étaient en
ont pris 1 an. Il y a eu la lettre de crédit qui a été retardée au moins pendant 6 mois. Mais l'année suivante, on avait déjà mis 2000 hectares en récolte de blé. Mais comment on fait pour... Dès l'année suivante, on a dépassé les rendements garantis que le gouvernement français avait garantis au gouvernement libyen. Ah oui, donc très bon résultat. Comment on fait donc pour verdir un désert? Parce que ça peut être porteur d'énormément d'espoir aussi. On pense à tout le continent africain. Bien sûr. Et la faim dans le monde dont on nous parle tout le temps, et le fait qu'il y ait de plus en plus de population sur Terre. Donc tout ça est porteur d'espoir. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se tient à long terme? Parce qu'il a fallu énormément arroser. Racontez-nous un petit peu, et quelles sont les contraintes? Est-ce que c'est possible d'élargir ce fonctionnement sur l'ensemble des déserts? Oui, non, moi je pense que, bon, si vous voulez, la Libye c'était un pays riche. Ils ont l'avantage d'être sûrs, d'avoir un désert un peu comme le Ténéré, qui est sur une nappe d'eau. Oui, il faut le préciser. Qui a 200-300 mètres de profondeur. Oui, ils ont découvert une nappe phréatique énorme. Oui. Énorme. Et au départ, on pensait qu'il n'y en aurait que pour jusqu'à 2020. Aujourd'hui, on pense que ça ira même jusqu'à la fin du siècle, à la fin du XXIe siècle. Mais si vous voulez, c'est quand même très cher. Un quintal de blé à l'époque revenait à 3 fois le quintal de blé en Beauce, à peu près. Donc, si vous voulez, c'est bien pour un pays comme la Libye qui veut avoir une indépendance alimentaire, c'est très bien. Mais dire que c'est l'avenir pour nourrir le monde, moi je ne pense pas. Moi je pense que ce sont des expériences absolument exceptionnelles, mais il ne faut pas forcément prendre à la lettre pour pouvoir trouver la solution. Enfin, dans le monde, la solution, c'est la culture, l'agriculture santé, à savoir l'agriculture raisonnée que j'appelle l'agriculture santé. Là, c'est la seule solution. Bon, il faut savoir que le bio en France ne représente que 2% en poids de ce que vous mangez. Pourtant, on en voit sur les marchés. Hein. Comment? On en voit sur les marchés, sur les étals des marchés. Oui, mais ça représente que 2% en poids de tout ce que l'on mange. Et par contre, ils ont besoin de 9,5% de la SAU, ce que l'on appelle la surface agricole utile. Oui, donc trop de consommation de terre en fonction des... Donc il faut, bien sûr... S'ils prennent 100% de la SAU, vous multipliez par 11 et vous atteignez 22% des Français, 23%, moi j'arrondis même à 30%, qui pourront se nourrir avec le bio Made in France. Le reste, 70%, c'est de l'importation. Donc qui représente au jour d'aujourd'hui 80 milliards représenterait 80 milliards de déficit supplémentaire. On a 65 milliards, 70 milliards de déficit, plus le bio qui aurait toute la surface agricole utile, il y aurait 80 milliards supplémentaires. C'est-à-dire qu'on arrive à 140, 150 milliards de déficit commercial. Vous vous rendez compte? Donc, si vous voulez, on va dans un mur. On va dans un mur avec le bio. Et la solution, c'est l'agriculture santé, raisonnée. Alors, on n'y peut rien. On a bien compris que le bio est un vœu pieux, qu'il n'est pas du tout si bio que ça, qu'on peut retrouver des résidus chimiques, qu'il n'est pas forcément respectueux de l'environnement et que vous proposez plutôt une agriculture, ce que vous appelez santé, une agriculture raisonnée. Merci beaucoup François Grudet. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.